Sur cette chaîne, je vous propose des réflexions et des outils relativement à la technologie, d'où le nom de la chaîne, Technosophie. On essaie de devenir plus sage, plus mature dans notre rapport à la technologie qui est bien compliqué, il faut le dire. Et donc de ce point de vue, évidemment, la philosophie est un outil essentiel. Et parmi les très bonnes chaînes de vulgarisation de philosophie dont on dispose en français, il y a Le Précepteur, qui est quasiment 1 million d'abonnés maintenant. Je lui souhaite de vite l'atteindre. C'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, de très grande qualité, qui fait de la vulgarisation. Mais derrière la technologie, il y a quoi finalement? Il y a le système capitaliste qui est au cœur de la fabrique de la technologie. Or, là, le précepteur nous dit que la critique du capitalisme est fondée sur le fait que c'est un système injuste. Ah ben merde alors. Donc je ne suis pas philosophe, je suis bien mal placé pour critiquer les propos de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi. Cependant, la justification qu'il donne me semble complètement erronée. Et évidemment, ça a des conséquences sur le rapport au capitalisme et donc sur le rapport à la technologie et aux inégalités dans la société que la technologie crée. Donc ça me semble important de ne pas se tromper sur les prémices. Bon, encore une fois, je suis un peu gêné, mais ce que je vais dire me semble être simplement du bon sens. Donc je vais mettre l'extrait qui me pose problème. Il y a 2 extraits qui me posent problème. La vidéo est très bien par ailleurs, puisque lui-même fait la critique des dérives métaphysiques que peuvent engendrer la philosophie qui parfois est complètement déconnectée des réalités de terrain. Et là, justement, c'est bien de ça qu'on va parler, du terrain. Je ne suis pas d'accord sur la représentation que le précepteur fait du capitalisme de terrain. Donc, je vous mets l'extrait. Si on dénonce le capitalisme, pourquoi est-ce qu'on dénonce le capitalisme? Au nom du fait que l'exploitation, sur laquelle repose le système capitaliste, l'exploitation est quelque chose d'injuste. Pourquoi c'est injuste? Parce que des gens gagnent de l'argent sur le travail des autres. Donc, on a des propriétaires qui s'enrichissent sur le travail des prolétaires en échange d'un salaire. Donc, la force de travail se convertit en salaire, mais sauf que la plus-value générée par le travail du prolétaire, cette plus-value-là, elle fait l'objet d'une captation par le propriétaire. Donc, il s'enrichit. C'est le principe. C'est le principe du capitalisme. Quand j'entends des gens dire « Oui, mais tel patron, il fait vivre tant de travailleurs », je rigole. Ce sont les travailleurs qui font vivre le patron, et pas l'inverse. Moi, j'étais prolétaire, enfin, j'étais manutentionnaire pendant 10 ans pendant mes études. On n'était pas dupes. Si le chef était pas là, il n'y avait pas de différence. Parfois même, on travaillait mieux. Ah oui, donc là, on est bien d'accord, c'est ce qu'il dit. Le système capitaliste est injuste, les travailleurs, les prolétaires viennent au travail et le propriétaire récupère la plus-value. Donc effectivement, présenté comme ça, ben on se dit, il y a un truc qui va pas, oui. Mais pour moi, il oublie quelque chose d'essentiel. Ok, il y a le patron qui vient et qui surveille et qui fait rien. Mais il y a l'usine autour. Il y a les locaux. Alors, que ce soit une usine ou autre chose, la problématique est la même. Je vais prendre le cas plus simple, plus archaïque, plus vieux, mais qui était présent au début du capitalisme, d'un bateau de pêche. Ok, il y a des pêcheurs, ils n'ont rien, ils sont prolétaires, ils n'ont que la force de travail. Et puis, il y a le bourgeois, le capitaliste, donc celui qui possède les moyens de production, donc qui possède le bateau. Bon, comment ça se passe dans la pratique, en vrai? Le capitaliste, il arrive avec son bateau. Il peut rien faire tout seul avec son bateau parce que, ok, il va rentrer dedans, mais de toute manière, c'est trop gros pour être navigué avec une seule personne, donc... et puis de toute manière, il pourra pas à la fois naviguer le bateau, remonter les poissons, barrer le gouvernail et tirer les voiles et tout faire en même temps. Donc, il peut rien faire de son bateau tout seul. Mais les pêcheurs, les marins, s'ils n'ont pas de bateau, ils ne peuvent rien faire non plus. Donc, on a un Gus et son bateau et, disons, en face, on a 10 Gus avec leur force de travail. Vous voyez bien que là, ce n'est pas juste le patron qui s'approprie la plus-value. Il arrive avec quelque chose, il arrive avec un capital. Et en fait, ce que gère le patron, c'est le risque, finalement, dans l'histoire. Parce que, si il y a une tempête, si le bateau se fait attaquer, si les marins se barrent avec le bateau, etc., etc. Il y a... Et le bateau s'use tout court si il heurte un récif. Donc le bourgeois, le capitaliste, le propriétaire prend un risque. Et il prend plus qu'un risque. Il y a l'usure de son capital, quel qu'il soit. Rien n'est éternel sur ce bas monde. Donc toute la question, c'est comment on répartit les fruits du travail. Puisqu'au final, on se retrouve avec une récolte de poissons et combien on en donne aux marins et combien on en donne aux propriétaires du bateau. On pourrait dire, chacun, toute personne qui s'investit dans l'entreprise, peu importe ce qu'elle apporte, on partage tout de manière équitable à la fin, c'est-à-dire une part par personne. Voilà. Et le propriétaire,
ben, il recevra un 11e, puisqu'il y a 11 personnes en tout dans l'aventure, comme tout le monde. On pourrait dire ça, dans l'absolu. On pourrait aussi dire, ben, en fait, s'il n'y a pas le bateau, il n'y a rien. S'il n'y a pas les marins, il n'y a rien. Donc, on pourrait dire moitié-moitié pour le propriétaire du bateau et l'autre moitié, ben, vous la divisez entre les marins. Et le propriétaire pourrait bien dire, si ça vous plaît pas, moi, je vais trouver d'autres marins qui seront d'accord. De toute manière, vous n'avez pas de bateau. Vous n'avez pas le choix. Moi, j'ai le choix, par contre, parce que des marins comme vous, il y en a plein. Bon, voilà, en fait, c'est un rapport de force. Les marins pourraient dire... Oui, ok, nous, on ne prend que 10% de la pêche. Ok, allez, on y va. On te laisse 90% de la pêche. Et puis après, en fait, une fois qu'ils sont sur la mer, ils jettent le propriétaire par-dessus bord, et puis ils reviennent et ils prétextent ceci, cela. Ah oui, il y a eu un accident. Bon, voilà, la récolte, elle est pour nous, et le bateau aussi. Voilà. Donc, dans l'absolu, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a un rapport de force, et c'est pas un rapport de force qui est strictement à l'avantage du propriétaire. Donc après, ce rapport de force, il va être réglé socialement. C'est-à-dire que, les gens vont essayer ceci, vont essayer cela, puis vont voir ce qui marche. Et puis après, ça s'institue petit à petit. Il y a des coutumes, il y a la réputation des gens qui va jouer, etc., etc. Donc il y a tout un tas de facteurs qui vont aboutir à une certaine répartition qui peut changer au cours du temps. Donc là, quand le précepteur, il dit, ouais, moi j'ai été prolétaire, j'ai travaillé, et le patron était là, il regardait, et finalement, il servait pas à grand-chose. Ouais, mais le patron, il apporte l'usine. Alors après, on peut se demander, oui, d'accord, mais comment il a eu l'usine? Ou comment le propriétaire a eu son bateau? Alors ça, c'est une autre question qu'on va aborder maintenant, celle des inégalités. Puisque justement, il en parle un peu plus loin. Quand on parle de revenus indécents, pour moi, il y a des revenus indécents. Personne ne mérite, je l'ai pas fait exprès, personne ne mérite de posséder, alors je sais pas à combien s'élève la plus grande fortune du monde actuellement, mais personne ne mérite de posséder des milliards de dollars, quel que soit le travail qu'il ait mené. Voilà, ça c'est la deuxième problématique. Alors, il parle au départ des inégalités de revenus, puis après il parle des inégalités de patrimoine. Bon, on va dire que on va simplifier, on va dire que le patrimoine c'est du revenu accumulé. C'est pas exactement ça, mais bon, simplifions. Ce serait injuste que certains possèdent beaucoup plus que d'autres. Et c'est vrai que ça peut sembler être du bon sens que d'affirmer que peu importe le travail que vous pouvez fournir en tant qu'individu, vous ne pourrez jamais travailler plus que 10 000 personnes. Tout au plus, vous ferez, 2-3 fois mieux que le voisin. On s'imagine tous, je sais pas moi, dans un champ en train de cueillir des pommes, et on voit bien que même le gars qui va faire le plus d'efforts possible, à la fin de la journée, s'il y en a un qui a cueilli 50 kilos de pommes, il y en a un, il aura peut-être fait 60, 70, à tout casser, 80 kilos. On va pas arriver il y en a un qui fait 50 kilos et l'autre qui fait 500 tonnes, dans la pratique. Donc, intuitivement, ça semble être du bon sens que d'affirmer que personne ne mérite une telle fortune. Pourtant, il existe un contre-argument que le précepteur n'évoque pas et qui me semble fondamental. Je ne sais pas comment on peut répartir les fruits du mérite équitablement, ça c'est une autre question. Par contre, en termes de productivité, si. En fait, on se rend pas compte, mais c'est tout à fait possible que certaines personnes produisent infiniment plus que d'autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le gars qui a inventé la roue, le premier, par rapport à ce qui existait avant, il a décuplé la productivité du déplacement d'objets. Le gars qui a inventé la tronçonneuse, le gars qui utilise une tronçonneuse, il peut abattre, je dirais à la louche, je sais pas, 50 fois plus d'arbres que le gars qui n'a qu'une hache à sa disposition, ou une scie manuelle. Et le gars qui n'a pas de hache, qui n'a rien, il va pouvoir ramener quelques brindilles. S'il est obligé de le faire à la main, en gros, il va récupérer ce qui est tombé au sol. Donc la productivité que les outils nous donnent permet de décupler le travail fourni par une personne. Celui qui a inventé la machine à vapeur a permis à ses utilisateurs d'être infiniment plus productifs qu'ils ne l'étaient avant. Donc quand on dit qu'une personne ne peut pas être beaucoup plus productive qu'une autre personne, c'est à technologie égale. Donc la question se pose de comment on répartit les fruits de l'innovation. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette question-là parce que ça nous amènerait trop loin, mais c'est vraiment là qu'est la question. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui possèdent des fortunes gigantesques, c'est parce qu'ils sont à l'origine d'innovation. Quand Larry Page et, j'ai oublié le nom de l'autre, Sergey, je sais plus, qu'ils ont inventé le moteur de recherche de Google, en fait, ils ont innové. Ils ont fourni quelque chose de tellement utile à d'autres personnes que ça les a rendus immensément riches. Aujourd'hui, celui qui invente l'IA du futur,
En gros, évidemment, c'est pas une seule personne. Je simplifie, mais bon, il est quasiment à l'origine de toute de toutes les richesses futures qui seront créées, puisque en fait, l'IA va être au cœur de l'innovation de plus en plus. Imaginez demain, on est au seuil de ça, hein, ça va arriver dans quelques mois ou quelques années tout au plus. Imaginez demain que quelqu'un invente un robot qui est capable de s'auto-répliquer lui-même, de créer d'autres robots, de créer des usines. Bah, le gars qui invente ça, en fait, ou l'équipe qui invente ça, ou l'entreprise qui invente ça, évidemment que elle remplace quasiment tous les outils qui précèdent par un nouvel super, méta, méga, giga outil. Donc c'est la tronçonneuse, la roue, les IA, tout combiné en une seule invention. Donc forcément, cette personne-là va posséder quelque part l'ensemble de la richesse mondiale. Donc là, effectivement, on se rend compte que l'innovation peut décupler la richesse d'une manière quasiment illimitée. Donc tout ça bouleverse nos repères anthropologiques. Ce que dit le précepteur, qu'une personne ne peut pas justifier d'une richesse infiniment plus importante qu'une autre. Bah ça, c'était vrai à l'époque des chasseurs-cueilleurs. À cette époque-là, oui, si quelqu'un possédait 10 000 fois plus qu'une autre, bah, en fait, ça n'existait pas, parce que de toute manière, il ne pouvait même pas la transporter, cette richesse. Ça voulait dire quoi il aurait pu posséder 10 000 lances, ou il aurait pu posséder 10 000 fourrures, ou il aurait pu posséder, ou il aurait pu faire une chasse et tuer 10 000 fois plus de gibier. Bah, ça rime à rien, la viande allait juste se perdre. Donc oui, c'est vrai qu'on a évolué pendant très longtemps dans un environnement où il n'y avait pas des inégalités aussi importantes que maintenant. Mais ça, c'était l'humanité 1.0. Donc les chasseurs-cueilleurs, l'époque du néolithique, si vous voulez. Maintenant, nous, on est dans le monde de l'humanité 2.0, où ça a commencé, la civilisation a commencé avec les villes, l'agriculture, la domestication, et là, on a commencé à avoir déjà de plus en plus d'inégalités de pouvoir, d'inégalités de richesse, qui sont apparues au fil des siècles. Et on arrive maintenant dans quelque chose d'autre, où là, le niveau d'inégalité explose à un point que ça devient, entre guillemets, absurde pour nos réflexes anthropologiques, qui, encore une fois, viennent de l'époque du néolithique. D'un point de vue, si vous voulez, évolutif, d'un point de vue biologique, on n'a pas changé très peu depuis cette époque-là. Donc, nos instincts viennent de cette époque-là. À cette époque-là, si vous aviez croisé quelqu'un qui avait, je sais pas moi, 50 fourrures sur le dos, vous auriez trouvé ça bizarre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les fortunes que certains amassent, comme Elon Musk notamment, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, on se dit, à quoi ça rime? Parce qu'on ne vit plus dans le même environnement. Et là, avec les IA, toute cette logique est exacerbée au point qu'elle en devient presque absurde. Et donc, à ce moment-là, effectivement, la philosophie, si je fais un zoom sur la période récente, les 500 dernières années, si vous voulez, la philosophie est censée nous éclairer sur ces problématiques. Le problème de la philosophie, c'est elle a été formulée, les outils philosophiques qu'on utilise encore aujourd'hui ont été formulés à l'époque humaniste, qui a vu les débuts de l'industrialisation. Mais c'était une époque où on n'avait pas encore la théorie de l'évolution, on n'avait pas les sciences cognitives, les connaissances sur l'humain étaient très archaïques, somme toute. Si on a appelé ça les Lumières et la Renaissance, en gros, c'est parce qu'on partait quasiment de zéro, quoi. Toutes les connaissances des sciences et des philosophes grecs avaient été plus ou moins perdues, elles ont été redécouvertes à peu près vers 1400, quand on a recommencé à traduire les textes de l'époque. Mais sinon, on partait de zéro. Donc toute cette philosophie, aujourd'hui, en fait, elle est en train de devenir obsolète, petit à petit. Aujourd'hui, on sait que ces histoires de conscience, de libre arbitre, de raison, sont très très surfaites. C'est-à-dire, l'humain n'est pas si conscient que ça. Il est loin d'être le seul à être intelligent et avoir une raison. En fait, tous les animaux, disons, un peu évolués ou complexes, ont une cognition similaire à la nôtre. Et bon, le libre arbitre, les expériences de Libé, entre autres, ont montré que, en fait, on est influencé par toutes sortes de choses et on ne décide absolument pas dans une espèce d'éther virtuel de ce qu'on veut être ou de ce qu'on veut faire. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc toute cette philosophie humaniste, elle est en train finalement de céder petit à petit. Et pourtant, toutes nos notions d'inégalité, de justice ont été construites à cette époque. Le capitalisme vient de cette époque. L'idée, c'est quoi? Ça part de la notion de liberté. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Je vais pas faire trop long, vous inquiétez pas. Et c'est pas très compliqué. Mais ça veut dire quoi dans la pratique? Parce que bon, c'est bien joli de dire ça. Bon, ok,
j'ai pas le droit de te tuer, parce que sinon, ben, en fait, plus personne n'est libre. La liberté absolue devient absurde. Mais où est-ce qu'on met la frontière? Eh ben, la frontière, on la met à la propriété privée, en tant qu'extension de la propriété de son propre corps. On considère que notre corps nous appartient, qu'on est libre d'en faire ce qu'on veut, et donc, l'idée de la liberté, de la frontière de la liberté, c'est de dire « je ne m'approprie pas ton corps, il t'appartient, donc tu fais ce que tu veux avec, je fais ce qu'on veut avec. » Et par extension, le fruit du travail de ton corps t'appartient. Donc si c'est toi qui vas planter un arbre, eh bien les fruits qui poussent dans l'arbre t'appartiennent, parce que c'est toi qui as fait cet effort-là. D'où l'idée de mérite, d'où l'idée de justice. Donc effectivement, après, ce système, à l'époque où il a été formulé, c'était très bien, parce qu'on était à l'époque avant d'avoir inventé les industries et d'avoir des inégalités dues à l'innovation technique qui soient aussi importantes qu'aujourd'hui. À l'époque où ça a été formulé, il y avait en gros le travail manuel qui existait, donc il y avait très peu de machines. Vous étiez forgeron, vous étiez boulanger, vous étiez charcutier, je ne sais pas, mais il ne pouvait pas y avoir des inégalités gigantesques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il va nous falloir une autre philosophie. J'en parlerai bientôt, parce que c'est ce que j'appelle les Lumières 2.0, mais aujourd'hui, on a des nouveaux fondements, mais toutes les institutions qui sont censées en découler derrière, on les a pas encore. Et en fait, on est un peu dépassé, parce que finalement, ça va trop vite maintenant, l'innovation. Donc, moi, qu'est-ce que je vous propose ici ? Évidemment, je ne vais pas, à moi tout seul, formuler toute une philosophie. De toute manière, je ne suis pas philosophe, j'ai une philosophie, mais je ne suis pas philosophe, donc je vous partage mes réflexions. Le fait est que maintenant, le train est lancé et qu'il accélère et que ça va de plus en plus vite. Le train des IA, de l'innovation technologique. Donc on va se retrouver, on est en transition vers l'humanité 3.0. Mais là, on est dans la phase, maintenant, qui n'est pas forcément très sympa. Qu'est-ce qu'on constate ? Je pense ne pas dire quoi que ce soit de choquant en disant que quand on innove, quand on invente quelque chose, obligatoirement, au départ, ça crée des inégalités. Peu importe ce qu'on va inventer, au départ, il va bien falloir commencer par fabriquer la chose, et donc elle va être en quantité limitée. Il va y avoir des gens qui seront privilégiés parce que ils vont y avoir accès, alors que d'autres ne vont pas y avoir accès. Et là, et ça dépend là où vous êtes né, en gros, si vous êtes né au bon endroit, au bon pays, avec les bonnes opportunités à la bonne époque. Quand Internet a été inventé, au départ, en ont profité ceux qui pouvaient se payer un ordinateur. C'était pas le cas de tout le monde. Quand les premiers antibiotiques ont été inventés, tout le monde pouvait pas en profiter. C'était en fonction des quantités qu'on était capable de produire et de conserver à l'époque. Donc toute technologie, au départ, crée des inégalités, beaucoup d'inégalités. Ça me semble inévitable. Par contre, dans le temps, là, c'est plus mitigé. Il y a des technologies qui se démocratisent. Aujourd'hui, la voiture, tout le monde a accès à la voiture. Et j'ai l'impression que la technologie, petit à petit, a un effet égalisant. Aujourd'hui, beaucoup de monde, beaucoup plus qu'avant, en tout cas, peut faire le tour du monde. Pas tout le monde, d'accord, mais dans un pays développé, en tout cas, presque tout le monde peut se payer, s'il a envie, des voyages. Aujourd'hui, avec Internet et un simple téléphone, presque tout le monde, là, pour le coup, c'est quasiment à l'échelle de la planète, a accès à l'ensemble de la connaissance mondiale. Peut se brancher sur n'importe quel site et avoir accès à l'actualité, aller sur Wikipédia, un peu apprendre presque tout. Et avec les IA, c'est encore pire. C'est-à-dire que la connaissance, de manière générale, est encore plus accessible à tout le monde qu'avant. C'est pour ça que ces technologies se répandent extrêmement vite et qu'elles sont extrêmement puissantes aussi. Mais il y a une phase d'inégalité et qui est potentiellement très dystopique, très dangereuse du point de vue social. Je vais laisser la parole à un ancien de Google qui dit des choses très justes, justement, sur ces inégalités de pouvoir, en fait, qui sont en train d'émerger à cause de l'arrivée des IA. Basically, unelected, influential powers making decisions on humanity's behalf in ways that completely determines how things happen, leading to massive changes in the very fabric of society, and basically paying to an agenda where I tend to believe we will end up with very few big platform players completely in bed with governments,
completely, feeding on hunger for power, hunger for wealth, and sort of depriving the rest of us of the freedom to live the life we live. With all due respect, why is my life being determined by Sam Altman? Voilà, là, c'est vrai, hein, avec les IA, il y a potentiellement le risque qu'on bascule dans une espèce de gouvernance quasi mondiale par quelques acteurs qui vont tout contrôler à travers les IA. Moi-même, qui suis très vigilant depuis l'époque des réseaux sociaux à ce que je mets en ligne, je me rends compte, à mon corps défendant, que ce dont je discute avec les IA, ce sont quasiment mes pensées les plus intimes, y compris sur ma propre santé. Donc là, actuellement, évidemment que les concepteurs de ces IA le savent, évidemment qu'ils récupèrent avidement toutes ces données de la part des utilisateurs, et évidemment que ça les met dans une position de pouvoir quasiment absolu. Ils peuvent tout savoir sur tout le monde et en partie contrôler beaucoup de choses des interactions que les gens vont avoir avec les IA. Donc paradoxalement, même si je ne suis pas d'accord avec les arguments du précepteur sur l'injustice fondamentale du capitalisme, même si d'une certaine manière on peut dire que ces inégalités sont justes, ça pose quand même un problème. Ça pose quand même un gros problème de société et il est fort possible que l'on vive ce que je vais appeler, faute de mieux, une phase dystopique. Donc, je ne suis pas le seul à en parler, je pense que tout le monde le ressent plus ou moins instinctivement. Il va devoir y avoir un nouvel équilibre qui se crée, en gros, une nouvelle négociation, un nouveau contrat social, mais cette fois-ci peut-être à l'échelle de l'humanité tout entière, entre les marins pêcheurs et les propriétaires du bateau. Donc les propriétaires du bateau, ça va être les propriétaires des IA, de l'infrastructure d'Internet, et les marins, c'est nous qui utilisons les IA, qui faisons des choses concrètes avec. Parce que Sam Altman ou Mark Zuckerberg ou Elon Musk ou un autre son IA, en fait, ne lui sert à rien si ce n'est pour la mettre au service des gens. En tout cas, dans le système actuel. S'ils veulent faire des profits, il faut bien que ça soit parce que c'est utile aux gens. Évidemment, si demain, les gens sont eux-mêmes remplacés par des IA qui réfléchissent à leur place et par des robots qui font à leur place, alors oui, là, va se poser la question de qui est-ce qu'on garde ou pas. Toujours est-il que on est face à des forces historiques, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière, ça ne change rien. L'histoire est en marche. Moi, ce que je vous propose, je ne sais pas comment tout ça va tourner. Il y a effectivement la voie politique qui est toujours possible, dans le sens où elle existe, mais selon moi, les systèmes démocratiques actuels sont justement issus de cette époque des Lumières et sont complètement en train de devenir obsolètes. Donc ils pourraient très bien faire partie du problème. Et d'ailleurs, c'est ce que ce monsieur dit, finalement, il va y avoir collusion entre les pouvoirs capitalistes et les pouvoirs étatiques à haut niveau. C'est ce qui s'est passé sous l'administration Biden et l'émergence de gens comme Elon Musk est une réaction à ça. Donc on est déjà, en fait, dans cette lutte homérique qui va déterminer l'architecture de la civilisation, de la prochaine civilisation. Mais, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle, à notre niveau? Moi, ce que je vous propose, c'est la voie du souverainisme individuel. C'est-à-dire augmenter sa puissance personnelle dans tous les domaines de la vie pour être dans une meilleure position, quelle que soit la direction que tout ça prend. En fait, c'est simplement, d'un point de vue évolutif, de s'adapter à un nouvel environnement qui va être de plus en plus numérique. On est sorti grosso modo de la jungle, de la nature, on s'est abrité dans des villes pour créer des conditions de vie plus propices. Et maintenant, on aboutit à un nouveau monde qui va être de plus en plus dirigé par les forces digitales. Et ce, indépendamment des humains qui possèdent le capital et du pouvoir qui pourrait en retirer. Donc comment ça marche? Justement, ça fait partie de cette philosophie 2.0 qui est basée sur la notion d'agentivité. En fait, un agent évolue dans une arène et de là découlent 4 sous-domaine de la souveraineté. C'est très simple. Un agent doit avoir un modèle du monde dans lequel il évolue. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la cognition. Donc c'est le premier sous-domaine. Donc ici, être souverain de sa propre cognition, ça veut dire comprendre comment fonctionne son esprit, son cerveau, comment on réfléchit, si vous voulez, comment notre propre cerveau modélise le monde extérieur. Donc pour être souverain dans ce domaine, il y a différents outils à maîtriser, dont je parle sur cette chaîne, notamment la méditation qui est le fondement de tout le reste, mais aussi la rhétorique, comprendre comment le langage nous aide à penser le monde, la philosophie bien évidemment, et les outils de la spiritualité qui sont en fait les outils pour auto-transformer notre propre cognition. Mais l'agent,
est en interaction avec d'autres agents. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle le social. Donc là, c'est pareil, devenir un souverain social, ça veut dire être capable de naviguer dans le réseau social, et les réseaux sociaux notamment, virtuels de nos jours. Mais ça signifie aussi comprendre les fondements évolutifs de nos interactions sociales. Parce que nous avons beaucoup de biais qui nous viennent de la manière dont nous avons évolué. Ensuite, l'agent souverain doit être souverain de lui-même, de son propre corps. Donc là, ici, c'est la question de la santé et ultimement de la longévité qui pourrait, grâce aux IA, devenir une quasi-immortalité. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, ça a l'air d'être de la science-fiction, mais on s'en rapproche de plus en plus. Quand est-ce qu'on fera des percées fondamentales dans ce domaine, je ne sais pas, mais ça peut arriver n'importe quand. Et enfin, il y a le lien entre l'agent et la reine, qui va être finalement le domaine professionnel, le domaine du travail. Et en l'occurrence, pour nous, humains, aujourd'hui, là où ça va être le plus important de développer sa souveraineté, c'est évidemment d'avoir des compétences professionnelles, mais c'est surtout d'avoir de l'éducation financière. Savoir comment investir, différencier ce qu'est la bonne de la mauvaise dette, etc., etc. Donc voilà, la voie que je vous propose en réponse aux défis de notre époque, c'est la voie du mérite. Donc c'est en cela, je rejoins complètement la position du précepteur. Là, quand il titre « Le mérite n'existe pas », c'est bien pour démontrer l'inverse. Le talent, l'effort, la chance aussi, les opportunités, disons, savoir saisir les opportunités, mais aussi la création de valeur, la maîtrise de la technologie, savoir se créer du réseau professionnel, en l'occurrence. Tout ça participe à la souveraineté et c'est ça qui va nous permettre, en augmentant notre souveraineté individuelle et donc, si ça se fait à l'échelle collective, d'être en meilleure position pour négocier le nouveau contrat social de l'humanité 3.0, c'est-à-dire les nouvelles conditions anthropologiques qui découlent du nouvel environnement technologique que nous avons créé. Mais je vais conclure maintenant sur la question de ce fameux bateau d'où il sort. Est-ce que le propriétaire a pu accumuler de façon juste assez de richesses pour avoir un bateau, alors que les pêcheurs ne l'ont pas pu? Eh bien oui, comme je viens de le montrer, la productivité d'une part permet de décupler la création de richesses et donc d'accumuler assez de richesses qu'on peut ensuite échanger pour autre chose. Mais d'autre part, peut-être que le propriétaire est juste plus vieux. Il a eu le temps de travailler plus longtemps et d'accumuler plus. Si on combine ça avec l'effet de profiter de la productivité décuplée grâce à l'innovation, il a pu accumuler beaucoup plus. Mais alors, on pourrait aussi dire, c'est la question que le précepteur soulève, peut-être que ce bateau, il l'a hérité finalement. Et que là, ça serait injuste, ce serait un privilège. Et bien que je comprenne qu'on puisse défendre cette idée que c'est un privilège, notamment en France, puisqu'on a aboli les privilèges, ça me pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que dans la pratique, il n'y a pas tellement de richesses héritées que ça. À l'échelle mondiale, en fait, les 2/3 des milliardaires sont des richesses parties de rien. Elles ne sont pas héritées. Il y a une petite partie, effectivement, qui est héritée, mais c'est pas la majorité. D'autre part, on sait aussi que c'est très difficile de maintenir la richesse de façon intergénérationnelle. En fait, au bout de 3 générations, la plupart des fortunes transmises sont perdues. Voilà, environ les 2/3 des richesses sont perdues à la 2e génération et 90% à la 3e génération. Donc oui, bien sûr, ça peut exister, des privilèges, mais grosso modo, dans la pratique, en fait, ce fameux bateau, d'où il sort, eh bien, il sort du fait que le capitaliste, le bourgeois, le propriétaire, en fait, souvent, il a emprunté pour créer un business, et c'est de là que vient son bateau. Je simplifie évidemment, mais c'est pour sortir un peu des clichés. Bien sûr que ça existe, des richesses héritées et des fortunes familiales, mais le deuxième point que je voulais soulever, c'est que il faut faire attention avec cette histoire d'abolir les privilèges, parce que au final, qu'y a-t-il de plus naturel que de bosser pour ses enfants et pour leur transmettre des privilèges, leur transmettre des livres qu'on a lus qui vont les aider, leur transmettre une culture de l'excellence, etc. C'est pas forcément de la richesse d'ailleurs. Hein. Le plus grand privilège, c'est d'avoir accès à une belle culture. Et et ça, c'est ma version à moi. Vous en faites ce que vous voulez.
Mais pour moi, la culture du souverainisme personnel, c'est précisément la plus belle chose qu'on puisse transmettre. Alors ben là, vous en profitez sur cette chaîne YouTube. Mais il n'en reste pas moins que si on s'attaque à la transmission des privilèges, on s'attaque à la transmission intergénérationnelle et on s'attaque à un fondement anthropologique majeur, c'est-à-dire le fait de vouloir transmettre des choses à ses enfants. Si on enlève ça, au final, ça rime à quoi d'être parent? On n'est plus des parents, on s'occupe plus de ses enfants. Si on n'a rien à leur transmettre personnellement, bah dans ce cas, les enfants appartiennent à l'État. Et au final, si on va trop loin sur cette voie-là, on pourrait se retrouver, d'un côté, avec plus aucun incitatif à faire des enfants, donc une natalité qui chute, et c'est déjà le cas actuellement. Et de l'autre côté, ben, puisqu'il faut quand même des humains pour peupler un minimum la planète, on pourrait se retrouver carrément à fabriquer des humains. Et à faire en sorte que ce soit par le biais de géniteurs humains ou même en les fabriquant directement dans des utérus artificiels, eh bien, ces humains-là, finalement, n'auraient pas d'ascendance, pas d'héritage, donc pas de privilèges, mais ils ne seraient que des humains fabriqués par une machine techno-étatique. Et ça, bon ben, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, ça ne me plaît guère. Parce que je ne vois plus trop la différence entre ces humains-là et des espèces de machines biologiques, finalement. Donc j'ai bien conscience des problèmes que peuvent engendrer l'accumulation de privilèges au sein de générations successives dans des familles. Mais de l'autre côté, c'est aussi ce qui fait de nous, à un niveau biologique fondamental, des êtres humains. Donc je ne dis pas que j'ai raison, je propose des éléments de réflexion pour que vous fassiez votre propre idée. L'idée de défendre le souverainisme personnel, c'est pas que je vais devenir un idéologue ou un gourou. Et d'ailleurs, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que justement, on a les transhumanistes qui, eux, je pense, ça ne les gêne pas de se fusionner avec la machine, voire de fabriquer des humains. Et en face, il va y avoir des bioconservateurs, comme moi. Donc après, on verra bien comment la société s'organise. Mais le choix ne pourra être fait que si on est conscient de ce qu'il implique. Donc ces questions de mérite et d'inégalité sont fondamentales, parce que c'est autour d'elles que s'articule le rapport entre la biologie et la technologie, entre ce que nous sommes en tant qu'humains aujourd'hui et l'environnement techno-capitaliste dans lequel nous évoluons désormais. Et pour moi, être souverain là-dedans, ce n'est pas de dire c'est comme ci qu'on doit faire ou c'est comme ça qu'on doit pas faire. L'idée, c'est de faire des choix et puis après de les assumer et de donner les clés aux gens pour que chacun puisse faire ses propres choix. C'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne.